Et ce message, donc je vais vous le donner maintenant en début de conf, et je suis très honnête avec vous, je n'ai pas de message plus important de toute la conf. Ça veut dire que quand je vous l'aurai donné, vous pouvez vous lever, vous barrer, prendre une bière. Je n'ai pas de message plus important que celui-là. Et ce message, c'est que toute révolution, dans l'histoire de l'humanité, qu'elle soit philosophique, technique, religieuse, morale, scientifique ou légale, toute révolution dans n'importe quel secteur, si c'est une révolution, ça va systématiquement passer par 3 étapes. D'abord, c'est considéré comme ridicule. Ensuite, c'est considéré comme dangereux. Et finalement, c'est considéré comme évident. Ridicule, dangereux, évident. Toutes les révolutions, sans exception, passent par ces 3 étapes. Prenez le droit de vote des femmes, par exemple. Ouais, statistiquement, sur une salle de 100 personnes, il y a toujours quelqu'un pour faire « non, c'est encore ridicule aujourd'hui ». Vous trouverez un cajot de tomates mûres sous vos sièges. Mais soyons sérieux, dans le cas français, déclaration des droits de l'homme, souligné 3 fois, et du citoyen, et la citoyenne dans tout ça. Non, écoute, Bobonne, j'ai du travail, laisse-moi tranquille, c'est pas sérieux. Olympe de Gouges va être décapitée quand même. Olympe de Gouges, elle va être décapitée juste parce qu'elle a tenté, à la hussarde, une déclaration des droits de la citoyenne. Décapitée direct. Mais après la décapitation d'Olympe de Gouges, pendant les 100 années qui suivent, une femme qui demande le droit de vote, on la décapite pas, on rigole, c'est pas sérieux. Donc ça, c'est 1789, 1889 maintenant. Là, c'est dangereux. Qui va garder les gosses et faire la vaisselle? Oui, parce qu'au bout de 100 ans, les hommes ont commencé à se poser les vraies questions. Alors du coup, les suffragettes, on les torture, on les psychiatrise, on les incarcère, et en dernier recours, on les tue. Là, c'est dangereux. Et aujourd'hui, les femmes votent. And so what? C'est complètement évident. Bon, sauf pour certains pays qui coupent les journalistes en tranches et à qui on a filé la Légion d'honneur. Cette vanne, je l'ai faite devant des préfets. Si vous me cherchez, vous me trouverez au club SM le plus proche. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas synchrone. Il y a des espaces géographiques pour lesquels votre évolution est évidente et il y a des espaces géographiques pour lesquels votre évolution est dangereuse. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. Parce que toutes les révolutions passent par là. J'insiste, vous ne trouverez pas un seul contre-exemple. Abolissons l'esclavage, ridicule, dangereux, évident. Abolissons l'apartheid, ridicule, dangereux, évident. La Terre tourne autour du Soleil, ridicule, dangereux, évident. Il y a un autre continent au-delà de l'Atlantique, ridicule, dangereux, évident. PC, ça veut dire quoi? PC. Bienvenue dans une contradiction. Personal computer. IBM, ça veut dire quoi? International Business Machine. Ça veut dire on vend des machines à $1 million, on joue au golf avec les présidents, et quand on livre un disque dur de 500 kilos, c'est 500 kilogrammes, c'est pas 500 kilo-octets. Il faut 5 déménageurs pour déplacer le truc, et vous n'imaginez pas, quand vous êtes le patron d'IBM dans les années 50, que l'avenir de l'informatique, ça tiendra sur une table. Encore moins sur une poche, mais rien que sur une table. Le concept de desktop, avec un écran, une souris. Qui c'est qui a inventé ça, au fait? Écran, souris, machin. Xerox, absolument. Ouais. Et Apple leur a absolument tout piqué. Et puis ensuite, Microsoft a tout repiqué derrière, c'est un fait. Mais comme l'a très bien dit Bill Gates, oui, on dit que j'ai tout piqué à Steve, mais c'est que la moitié de la vérité. Et la vérité, c'est qu'on avait tous les deux un riche voisin qui s'appelait Xerox, qui était parti en vacances en laissant sa villa grande ouverte. Et quand je suis rentré dans la villa pour essayer de piquer la télé, je me suis rendu compte que Steve avait déjà piqué la chaîne stéréo. C'est ce qui s'est passé. Le Xerox avait inventé la fenêtre, les icônes, ce qu'on appelle le WIMP, Windows Icon Menu Pointeur. Tout ça, ils l'avaient inventé et ils en ont rien fait. Parce que pour le COMEX à New York, c'était complètement ridicule. D'ailleurs, quand ils ont passé la souris de main en main à New York, le président du COMEX s'est levé et a dit « Vous n'imaginez quand même pas que Xerox va investir dans un produit qui s'appelle la souris ». Voilà. Toutes les révolutions, j'insiste, l'idée même que les femmes puissent porter des pantalons, c'est passé par ridicule, dangereux, évident. Demandez à Coco Chanel. Elle a fait de la tôle parce qu'elle faisait des pantalons pour les femmes, Coco Chanel. Et d'ailleurs, dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en France, jusque dans les années 80, il était stipulé que les femmes députées n'avaient pas le droit de venir en pantalon. Alors évidemment, ce n'était pas respecté, mais la première fois quand même que Michel Alliot-Marie est allé au Parlement en pantalon, eh bien, un huissier lui a fait remarquer qu'au regard du règlement intérieur, c'était interdit. Ce à quoi elle a répondu, enlevez-le-moi. Donc, même un truc aussi con que les pantalons pour une femme, eh bien, c'est passé par ridicule, dangereux, évident. Et en fait, vous pourrez chercher tout le temps que vous voulez dans l'histoire, absolument, le courant alternatif. Bon. Le courant alternatif, Thomas Edison pensait que c'était dangereux. Thomas Edison, je vous parle d'un mec qui s'y connaissait en courant électrique. Eh bien, lui, il a dit, c'est dangereux. En fait, il a fait du lobbying pour que le mot se faire électrocuter se dise en anglais se faire Westinghouser. Parce que c'était la société Westinghouse qui était promoteur du courant alternatif avec un petit génie qui l'avait inventé et qui s'appelait Nikola Tesla.
Et Thomas Edison, dans ce qu'on a appelé la guerre des courants, a même été jusqu'à faire kidnapper des chiens et des chats errants par des gamins dans les rues pour les électrocuter en place publique jusqu'à ce que mort s'en suive, pour promouvoir ce terme de Westinghouse, bien entendu avec du courant alternatif. Donc même un truc aussi con que le courant alternatif, c'est passé par ridicule, dangereux, évident. Absolument tout passe par ces 3 étapes de toute façon. Si c'est une révolution, c'est comme ça. C'est tellement vrai, j'insiste, c'est Schopenhauer qui avait découvert ça au XIXe siècle, mais c'est tellement vrai, ces 3 étapes, que si une idée ne passe pas par ridicule, elle n'est pas révolutionnaire. La réciproque n'est pas vraie, hein. C'est-à-dire que toute idée révolutionnaire doit forcément être appelée ridicule à un moment, mais toute idée à la con n'est pas forcément révolutionnaire, hein. Et donc, pour un décideur, c'est très dur de faire la différence entre une idée révolutionnaire et une idée à la con chimiquement pure. Je vois à vos gueules que vous en manipulez tous les jours. Mais typiquement, les soufis disent le rubis est plus petit que la mine, hein, ce à quoi j'ai envie de répondre, merci d'être venu, mais c'est vrai, le rubis, c'est l'idée révolutionnaire, et la mine, c'est les idées à la con. Si vous voulez trouver des rubis sans mettre les mains dans les cailloux, il faut aller chez le bijoutier. Mais ce n'est pas vous qui allez devenir riche, là, c'est lui, hein. Celui qui devient riche dans l'industrie du rubis, c'est celui qui les achète quand ils sont indiscernables des cailloux. Celui qui devient riche dans l'immobilier, c'est celui qui achète quand ce n'est pas encore à 15 000 le mètre. Eh bien, c'est pareil pour les révolutions. De la même façon, il est évident que tous les cailloux ne contiennent pas un rubis. Ça, c'est une certitude. Mais il est tout aussi certain que, de la même façon que tous ceux qui ont gagné au loto ont acheté un ticket, tous les rubis sont dans un caillou au départ. Bon. Donc vous ne trouverez jamais un rubis à l'état sauvage ailleurs que dans un caillou. Eh bien, toutes les idées débiles ne contiennent pas une révolution, c'est certain, hein. Bon. Mais vous ne trouverez jamais dans l'histoire humaine une révolution ailleurs que dans une idée qui a été considérée comme ridicule ou dangereuse par les meilleurs experts du domaine. Ça, c'est très important. Parce que de la même façon que Ferdinand Foch disait les avions n'ont aucun avenir militaire, et il disait ça en 1911, le mec. De la même façon, les frères Wright, évidemment, tout le monde se foutait de leur gueule. Ils vendaient des pièces détachées de vélos. Ce n'étaient pas du tout des experts en aéronautique. Et pourtant, c'est eux, parmi les premiers, avec Clément Ader, à avoir fait voler le premier avion. Et il y a plein d'exemples comme ça. Vous avez entendu parler du rapport Terry ? Eh bien, quelqu'un qui le connaît. Vous avez fait des écoles de commerce ou d'ingénieurs ici ? C'est bien, c'est pour ça que vous avez encore 2 ou 3 neurones d'opérationnel. Alors, le rapport Terry... il a été écrit par M. Terry en 1995, juste avant les élections, sous mandat d'Édouard Balladur. Et M. Terry est un polytechnicien major de promo, le gendre idéal, et il est co-inventeur du Minitel. Et Édouard Balladur le commissionne pour écrire un rapport sur l'avenir d'Internet. Et vous sentez la connerie arriver, là. Donc, M. Terry n'a pas manqué, évidemment, à nos espérances. Il a écrit dans son légendaire rapport Terry, Les autoroutes de l'information, Internet n'est pas adapté au commerce. Mic drop. Donc circuler, il n'y a rien à voir. Il enchaîne en disant, donc là, piqué latéral, il enchaîne en disant, eh bien, Internet ne pèse que 12% des parts de marché du Minitel. Ce qui était tout à fait vrai à l'époque. Il avait juste oublié qu'un baobab, ça commençait par une graine. Et donc il termine en disant, Internet n'a pas d'avenir industriel pour la France. Voilà, voilà. Alors, meilleur expert, le mec, hein. Vous ne pouviez pas faire mieux, hein. Si vous étiez Balladur et que vous n'aviez pas que ça à foutre non plus, eh bien, il fallait trouver la personne idéale. Alors, c'était terrible. Eh bien, c'était le premier à dire qu'Internet n'avait pas d'avenir. Et évidemment, les exemples continuent comme ça indéfiniment. Big Bang. Big Bang, en science, c'est un peu comme Daft Punk. Je m'explique. Daft Punk, vous savez d'où vient ce nom ? C'était un critique qui s'était moqué d'eux. Un critique avait dit « mais c'est de la merde cette musique » et ces gars-là, ce sont une sorte de Daft Punk. Voilà. Ils ont trouvé ça tellement stylé qu'ils ont décidé d'en faire leur nom. Et le Big Bang, c'est exactement la même histoire. En fait, à l'origine, la théorie du Big Bang est créée par un abbé, l'abbé Lemaître en Belgique. Et l'abbé Lemaître, il veut que l'univers soit créé à partir d'un point. Alors c'est un très bon physicien, mais ça n'empêche pas qu'il soit très intéressé par l'origine du monde, l'ontologie chrétienne et tout ça. Et donc il se dit, Dieu c'est tellement grand que l'univers ne peut être qu'un point face à lui. Donc je veux que Dieu crée l'univers à partir d'un point et je vais bidouiller les équations pour que ça marche. Et cette théorie, il l'appelle la théorie de l'atome primordial. Et évidemment, la théorie de l'atome primordial, elle suppose que l'atome primordial était très chaud et que pour qu'il s'étende, il y a eu une sorte d'explosion. Eh bien, un professeur de Cambridge qui s'appelle Fred Hoyle et qui va plus tard être un des pires ennemis de Stephen Hawking, Fred Hoyle dit « mais c'est n'importe quoi cette théorie. Vous imaginez l'univers créé dans un Big Bang ?» Et aujourd'hui, c'est le nom dominant de cette théorie. C'est ce qu'avait dit Berlioz. Il faut collectionner toutes les pierres qu'on vous jette parce que c'est le début d'un piédestal.
Et il y a une blague là-dessus, si vous voulez, c'est parce que en fait, Wilson, le président Wilson, celui des États-Unis, pas celui des ballons de basket, eh bien, il avait dit si vous voulez vous faire un maximum d'ennemis, il vous suffira de faire quelque chose de nouveau. Et il y a effectivement une blague là-dessus. C'est la blague du type qui veut acheter des escargots pour le dîner. Alors il va chez le marchand d'escargots, et le marchand d'escargots a deux bassines. Il y en a une avec un couvercle, et il y en a une sans couvercle. Alors il demande au marchand, mais comment ça se fait qu'il y a un couvercle sur cette bassine? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça, monsieur, c'est parce que dans cette bassine, vous avez de l'escargot anglais. Et l'escargot anglais, vous avez beau faire ce que vous voulez, il essaie de se barrer de la bassine, il n'est pas con. Donc à la fin de la journée, si vous n'avez pas mis de couvercle, la bassine est vide. Ah oui, mais très bien, alors pourquoi l'autre bassine, il n'y a pas de couvercle? Ils ont l'air d'être au même prix pourtant, mais ils sont malades ou quoi, ces escargots? Pas du tout, monsieur, pas du tout. Ils sont très bien, ces petits escargots, gousi-gousi. Mais là, vous avez de l'escargot français. Et l'escargot français, il n'y a pas besoin de mettre un couvercle, parce que dès qu'il y en a un qui essaie d'escalader la bassine, tous les autres lui sautent dessus pour le ramener au fond. Elle est pour moi, celle-là. Pour la petite histoire, en psychologie, ce phénomène existe pour de vrai et ça s'appelle l'effet crabe. Et l'effet crabe est un véritable nom scientifique de ce phénomène en psychologie, parce que quand vous prenez un seau de crabe, demandez à n'importe quel marin-pêcheur de vos amis, eh bien un seau de crabe, effectivement, il n'y a pas besoin de mettre un obstacle dessus, puisque dès qu'un crabe essaie d'escalader le rebord, tous les autres lui sautent dessus pour le ramener au fond, et c'est exactement mot pour cette raison qu'il y a l'expression en français « un vrai panier de crabes ». Donc, en matière d'innovation, bien entendu, essayez de ne pas être des crabes. C'est le seul exemple de ne pas imiter la nature que je vous donnerai aujourd'hui. Parce que, comme vous le savez, tout le reste de mon talk, c'est sur l'intelligence de la nature. Mais bon, pour les crabes, voilà, il y a eu des connes apparemment. Ridicule, dangereux, évident, toutes les révolutions passent par ces trois étapes. Alors, c'est super facile de se moquer de nos ancêtres pour qui les femmes n'avaient pas le droit de porter de pantalon, etc. Ça, c'est simple. Je veux dire, baigner dans l'évidence et puis rigoler des gens pour qui c'était ridicule, c'est facile. Mais se poser la question de ce qui est ridicule aujourd'hui et qui va devenir évident demain, ça c'est très dur. Le vrai effort intellectuel, il est là. On va essayer de le faire ensemble du coup.